va donc à présent s'intéresser de près à notre respiration ce matin. Un dossier en partenariat, je le rappelle, avec le dernier numéro de Psychologie Magazine pour lequel vous êtes journaliste. Marie-Claude Tréglia, bonjour. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Et donc avec nous également en studio, il y a le docteur Christine Barrois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute, autrice du livre Pas besoin d'être tibétain pour méditer, paru aux éditions Solar. Marie-Claude, vous consacrez un dossier complet à la respiration. Bien respirer, est-ce que c'est quelque chose que l'on fait naturellement ou franchement vous pensez que c'est une activité qu'on néglige ? Oui, c'est même plus de l'ordre de l'activité. C'est tellement naturel. On n'y pense même pas. Mais non, que comme tous les dons du ciel ou d'autres, enfin peut-être pas du ciel, mais comme tout ce qui nous est donné naturellement, on finit par le faire de manière automatique, ce qui fait qu'on le fait mal. C'est quand ça se va mal de ce côté-là qu'on se rend compte effectivement que ça va pas quand on fait de l'asthme ou pour d'autres raisons. Christine Barrois, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? On va reprendre les fondamentaux quand même avec vous. On amène de l'oxygène quand on inspire, on rejette du dioxyde, je me trompe pas, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler la fonctionnalité de tout ça ? Alors vous disiez que c'est automatique, effectivement, la respiration par bonheur, c'est pas nous qui décidons quand nous respirons. On peut avoir un peu de contrôle dessus, mais c'est vraiment dans le système nerveux autonome qui fait qu'on respire, on digère, notre cœur bat, quelquefois on cligne des yeux sans tout à fait le décider. Ça peut être tout à fait automatique. Et donc dans l'inspiration, on apporte de l'oxygène aux cellules. L'inspiration, elle est vraiment dynamique. On tire le diaphragme vers le bas. On y pense toutes là. Exactement. On tire le diaphragme vers le bas. Il y a une amplitude comme ça de la cage thoracique, ce qui fait que ça nous dynamise et ça nous donne de l'énergie. Et puis, en revanche, l'expiration, elle est là aussi plus passive, elle est moins active, et elle nous permet aussi de nous détendre, par voie de conséquence. Évidemment. Et aussi, elle est automatique de la même manière. Donc tout est automatique, mais de temps en temps, il faut aussi prendre conscience de sa respiration. Nous allons en parler avec Exactement. vous. Marie-Claude, c'est vrai qu'en ce moment, entre le pollen, la pollution, les maladies respiratoires, l'asthme, on a parlé de bronchiolite aussi, on a eu le Covid évidemment récemment, mais respirer devient de plus en plus un sujet de santé de premier plan, non ? Oui, je lisais, je crois que c'était 10 millions de personnes qui seraient touchées en France par ce genre d'affection-là. Visiblement, une augmentation énorme, liée sans doute à la qualité de l'air, mais on en entend, enfin, on ouvre la radio et qu'est-ce qu'on entend justement ? Attention, alerte, les services d'urgence visiblement sont pleins de gens qui débarquent comme ça, avec des crises d'asthme sévères. J'ai même entendu parler des asthmes liés aux orages, apparemment, on en a parlé Oui, parce récemment. que visiblement le pollen, oui j'ai entendu, au lieu de se déposer, éclate, enfin voilà, je sais pas quoi. et crée encore plus de crises donc il y a vraiment d'allergie. d'allergie, Donc là, oui, avec visiblement l'humidité. c'est un vrai mal du temps, de notre Marie-Claude, époque. il y a même un collectif des États généraux de la santé respiratoire qui exige que respirer devienne un droit fondamental. Franchement, Absolument. c'est complètement fou comme revendication. Qu'est-ce qu'ils proposent en fait ? Alors en fait, j'ai découvert cette tribune là dans Le Monde. Alors c'est vrai que l'appellation déjà fait tout à fait appellation, vous savez, politique, le Collectif des États généraux de la santé Il respiratoire. s'agit en fait de réunions pour des sujets d'intérêt public quand même. Alors ce qu'ils demandent, c'est quand même, il s'agit d'alerter les pouvoirs publics et la population. C'est de la prévention. De la prévention, c'est-à-dire tout ce qui peut toucher à la qualité de l'air, l'environnement. Ils demandent aussi de la communication, c'est-à-dire qu'on en parle, qu'on sache qu'il y a tellement de gens aujourd'hui touchés par des affections de plus en plus chroniques. C'est ce qu'on fait ce matin sur Europe 1, donc Absolument, on répond. donc on répond. Et puis, troisièmement, qu'on accompagne mieux ces pathologies qui sont de vraies pathologies aujourd'hui de notre époque. Alors, Christine Barrois, on est évidemment dans une époque anxiogène avec l'inflation, la menace du réchauffement climatique. Et je crois que vous êtes d'accord avec le fait que le stress de nos vies modernes nous mette carrément en apnée. Il y a d'ailleurs une ancienne employée de chez Apple qui a écrit une thèse sur l'apnée des emails. Qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement, c'est une femme qui s'appelle Linda Stone qui a observé, c'est que quand elle allait regarder ses notifications ou ses emails, elle était en apnée. En fait, notre cerveau ne sait pas encore si c'est dangereux ou pas dangereux. Et on se met comme ça en apnée avant de savoir si on va combattre ou pas. Est-ce que c'est le mail de ma sœur qui va me prendre 2 heures de réponse ou c'est juste une pub et voilà, ça peut être ou quelque chose dans les notifications, c'est pareil. C'est-à-dire que la notification, on ne sait pas encore si c'est dangereux ou pas dangereux. Quand le téléphone sonne comme ça, on est un peu inquiet. On se dit, c'est quoi ça qui me tombe dessus là ? Exactement. Et puis, moi, j'en veux pour preuve. De temps en temps, je vais faire des formations dans les entreprises. Et il y avait une ingénieure chimiste qui me disait, quand je m'installe à ma table, en fait, il y a une messagerie interne de l'entreprise. Et elle voyait toute la messagerie de la Chine, qui, voyant qu'elle arrivait, avec le décalage horaire, elle arrivait,
envoyé plein de messages. Donc elle me dit, après avoir fait ta formation, j'ai compris que le fait de respirer amplement en prenant les mails et en prenant les notifications et la messagerie interne, je me rends pas malade, j'ai beaucoup moins de stress parce que c'est normal que je réponde à la Chine puisque c'est pour ça qu'on me paye. J'allais dire, moi, respirer et prendre ses jambes à son cou, mais non, Pas du tout. Après, C'est de se affronter, oui, c'est de se dire, voilà, c'est mon métier que de répondre et d'être dans une messagerie. Il y a des entreprises où on est tout le temps sur des messageries internes. Et je pense que c'est important pour chacun de se dire, OK, c'est pas dramatique, c'est juste j'apprends à respirer pour prendre les notifications. Allez, merci à toutes les deux. On reste ensemble. Êtes-vous bien certains, vous qui nous écoutez, de savoir bien respirer? C'est la question que l'on vous pose ce matin. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1. Alors restez bien avec nous. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans Bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On vous propose aujourd'hui de voir comment mieux respirer au quotidien. Des conseils pour vous, mais aussi pour vos proches. Alors pour en parler, elles sont toujours avec nous. Marie-Claude Tréglia, auteure et journaliste pour Psychologie Magazine, notre partenaire ce matin, mais aussi le docteur Christine Barrois, psychiatre et autrice du livre Pas besoin d'être tibétain pour méditer aux éditions Solar. Marie-Claude, pour remédier aux problèmes de notre époque, anxiogènes, aux épidémies de burn-out, de stress, il y a des initiatives qui ont fait leur apparition, comme l'Académie du souffle. On nous y apprend à respirer dans cette académie, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Concrètement, c'est un site surtout. Ouais. C'est un site sur lequel on peut aller et on peut faire des exercices, oui, selon son problème particulier, puis s'entraîner à respirer mieux. Mais ça propose des formations, de toutes sortes d'ateliers aussi en live. Mais c'est pas tout. C'est qu'il y a aussi toutes sortes de respirologues, qui est sans doute une spécialité un peu de notre époque. En tout cas, des spécialistes, on va dire, du souffle, qui entendent prévenir, et peut-être être à côté des médecins pour prévenir et faire un peu mieux, faire tout notre possible, parce que visiblement, ça accompagne très très bien d'autres thérapies, peut-être de fond et plus thérapeutiques. Mais apprendre à mieux respirer, c'est-à-dire à employer tous les étages de notre respiration, parce qu'à force de le faire de manière automatique, effectivement, on respire comme toujours en alerte, comme ça, de manière thoracique. Et comme pas pleinement. Voilà, comme si on était tout le temps en train de devoir fuir. Et là, toutes ces écoles-là, ces ateliers, ces gens chez qui on peut aller, ces coachs, il y a des livres, il y a toutes sortes il y a vraiment pléthore aujourd'hui de spécialistes du souffle qui nous proposent, oui, en exercice très 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 pratique, de réapprendre à mobiliser tout notre souffle. Ouais. Christine Barrois, est-ce qu'il y a vraiment d'ailleurs de mauvaises façons de respirer j'aimerais bien aussi savoir combien il y a de types de respiration d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de mauvaise façon de respirer, c'est-à-dire que quand on est face à un danger vital, évidemment, on a une respiration thoracique haute, qui est haletante, et ainsi de suite. Bon, et puis, quand on est plutôt en mode repos, c'est une respiration qui est plus abdominale, qui s'appelle digest and rest, c'est-à-dire on digère et on se repose. Donc c'est cette fluctuation de respiration selon l'état. Est-ce qu'on est dans une situation d'alerte et de danger, ou est-ce qu'on est dans une situation de repos? Donc c'est abdominal ou thoracique? Il n'y en a pas d'autres? Oui, si, en fait, les yogis peuvent dire qu'il y a aussi sous-claviculaire. Si on est vraiment strict, il y a une respiration... On n'en est pas à ce niveau-là encore, nous. Voilà, mais on apprend, il y a certains cours de yoga sur la respiration, on apprend à mettre la main sur l'abdomen pour bien percevoir cette montée, cette descente de l'abdomen. Ensuite, des côtes qui s'écartent et se rapprochent. Et puis, des clavicules, qui est une respiration très, très haute. Et qui s'apprend aussi, où on creuse le ventre. Je crois que vous vouliez revenir sur la pollution, justement, et sur ce problème aujourd'hui qu'on a de respiration lié à l'environnement. C'est vrai que il y a un réchauffement climatique, il y a une pollution qui est extérieure, mais il y a aussi une pollution qui est intérieure. Et souvent, il faut faire attention à tous ces composants volatiles qui sont des peintures, des bougies, des sprays, des aérosols ménagers. Parfois, on s'empoisonne chez soi, en fait. Exactement, exactement. Il y a beaucoup plus même d'écoles au néoprène, écoles des parquets. Il y a plein de choses comme ça qui sont finalement des volatiles et qui peuvent être source d'allergie. Marie-Claude, vous donnez, dans Psychologie Magazine, un exercice de respiration abdominale pour justement mieux gérer le stress et l'anxiété. Alors je crois qu'on inspire profondément avec une main sur le ventre. Oui, c'est toujours ce principe de la respiration abdominale. Moi, j'ai l'impression de jamais respirer par le ventre. J'ai l'impression que tout se passe parce qu'on est toujours en alerte. Alors déjà, le principe, c'est de pendant un moment, se concentrer déjà sur la respiration. Où qu'on pose sa main, c'est de se dire, tiens, par où je respire? De sentir éventuellement qu'on est en train de respirer uniquement par le thorax, ce qui arrive souvent. L'idée aussi, c'est, d'après tous les conseils de mes experts, de favoriser la respiration nasale, de respirer par le nez, surtout pour l'inspire. Donc voilà. Et là, alors, on pose effectivement sa main. Et l'idée, c'est, à l'inspire, de vérifier que le ventre se gonfle, qu'on peut gonfler la main en veillant aussi à ce que, éventuellement, si on y arrive,
à ce moment-là, au moment où on souffle, le nombril se rapproche plutôt de la colonne vertébrale. Vous Moi, voyez, j'ai du mal creuse. à la chose que j'arrive mieux à faire allonger, peut-être. Oui, hein, il vaut mieux vous confirmez, s'allonger de docteur, toute ouais. façon. Acceptable, oui. Oui, c'est mieux allonger, une main donc sur le ventre, et puis donc Mais en tout cas, on pour inspire l'apprentissage, en même les sentant. enfants, je pense que les Oui, enfants, ils absolument. sont très sensibles à ça, c'est de comprendre qu'ils peuvent respirer par le ventre. On Absolument. les allonge et on leur dit, voilà, Visiblement, eux le font plus naturellement que nous. Ouais. Parce qu'au Exactement. départ, on respire par le ventre, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Et puis après, ça se perd avec le stress de la vie Mais adulte. c'est vrai, c'est quelque chose qu'on oublie, en fait, la respiration abdominale, docteur Barrois, parce qu'elle est moins instinctive, on peut dire ça? Peut-être qu'elle est moins instinctive. En tout cas, on prend l'habitude parce qu'on a quand même beaucoup de stress extérieur. Il y a beaucoup d'informations. On en parlait tout à l'heure de l'infobésité. On a plein de sollicitations qui font qu'on peut être un petit peu justement tout le temps en apnée, à de se dire, et cette apnée, ou en tout cas cette respiration haute, nous met un peu en stress davantage, en tout cas cette respiration thoracique. Et Christine, par exemple, pour aider à se détendre, vous recommandez la technique du pranayama, qui est à l'origine d'ailleurs de la cohérence cardiaque. Expliquez-nous comment ça fonctionne, parce qu'on nous parle que de cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, le principe de base, c'est j'inspire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que forcément, je vais amplifier la respiration. Elle va être beaucoup plus ample. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, finalement, puisque je ralentis le rythme respiratoire, puisque l'idéal, c'est 5 ou 6 cycles par minute, ce qui fait qu'au bout d'un moment, mon cœur va ralentir à 60 par minute. Et à ce moment-là, j'envoie un signal de détente au cerveau. Comme je vous disais, digest or rest. Je me repose. Ah, c'est génial. Même si au fond on se sent stressé, le cerveau, lui, il enregistre qu'on ne l'est pas. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, c'est surtout par rapport au stress, puisque si on est en alerte tout le temps, toute la journée, où on est à 350 à l'heure, le fait d'avoir des moments dans la journée où justement on ralentit ce rythme respiratoire, on l'amplifie, donc on amplifie la respiration abdominale, on fait une espèce de muscle de variabilité entre le système sympathique et le système parasympathique. Je m'explique, c'est le système nerveux autonome, c'est la 10e paire crânienne, c'est le nerf vague ou pneumogastrique, qui fait que justement, comme je disais tout à l'heure, on respire, on digère, notre cœur bat, son le décide. Et celui du stress, il est super au top chez nous, citadin de 2023. En revanche, celui de la détente, il faut vraiment l'entraîner. Donc il faut l'entraîner idéalement 3 fois par jour, 5 minutes. D'accord. Donc il y a pranayama, cohérence cardiaque, c'est pareil, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Pranayama, ça peut être 2 secondes inspire, 4 secondes expire, mais l'idée est là, c'est en fait, on ne peut pas expirer longtemps sans se détendre. Et surtout, cet effet ce qu'on fait, c'est qu'il y a techniquement, c'est une espèce de variabilité cardiaque, c'est-à-dire que quand j'inspire, en fait, je ralentis le rythme parce qu'il y a une espèce de pression dans le thorax. C'est grave si on a plus de mal à inspirer sur 5 secondes qu'à expirer. On essaye de s'entraîner. C'est un entraînement qu'on peut avoir. Marie-Claude, vous avez un autre truc, vous, je crois, qui est censé calmer les pires colères. Vous en parlez dans le magazine, c'est la respiration alternée. C'est quoi ça ? Oui, c'est aussi un classique de yoga. Hein. L'idée étant d'inspirer par une narine, d'expirer par l'autre. Alors on conseille par exemple, alors vous mettez le pouce droit, narine droite, par exemple. Hein. Visiblement, il y a d'autres façons de pratiquer. On s'entraîne en régie. On peut mettre 2 doigts, me conseille Christine, vers le front. En tout cas, le pouce droit sur la narine droite. On inspire à gauche. L'idée toujours étant de bien capter aussi, observer ce qui se passe dans cette inspiration, de sentir le mouvement de l'air. Puis, hop, on met visiblement l'auriculaire. Alors, là, celui-là. Voilà. Toujours la même main ? Voilà. Moi, conseiller la gauche. Bon, et on respire avec l'autre narine. En tout cas, on expire avec l'autre. Et même chose, on sent le souffle qui sort. C'est-à-dire, on inspire d'un côté, on expire de l'autre. Et à chaque fois, on est sensible à l'air qui monte et qui descend. Et ça calme. Tout ça permet de ralentir, en fait. Ça permet de ralentir et surtout de se concentrer. C'est-à-dire que pendant qu'on se concentre sur cette respiration, on n'est plus en train de penser à sa colère. Pour moi, c'est aussi de la pleine conscience. C'est-à-dire que si je ramène mon attention dans la respiration, je sors du mental. On va faire ça pas mal en ce moment. Ça va nous faire du bien. Merci beaucoup à toutes les deux. On n'en a pas fini avec vous et ce sujet de la respiration. Est-ce que vous pouvez... Merci, on n'en a pas fini avec vous deux et ce sujet de la respiration. Est-ce que vous pensez d'ailleurs respirer de la bonne façon ? Avez-vous déjà entendu parler de la respiration hawaïenne ou du tonus du nerf vague qu'il serait bon d'entretenir en respirant comme il faut ? Eh bien, nous allons vous expliquer tout ça. Donc, je vous le conseille. Restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bien fait pour vous. Continue avec notre dossier du jour consacré à la respiration. Un dossier en partenariat avec Psychologie Magazine pour qui vous travaillez en tant que journaliste, Marie-Claude Tréglia. Enfin, pour nous éclairer sur les bienfaits d'une bonne respiration, nous sommes également accompagnés du docteur Christine Barrois, psychiatre et autrice du livre Pas besoin d'être tibétain pour méditer, et c'est paru aux éditions Solar. Alors Marie-Claude, la respiration est un sujet, on l'a dit, très à la mode, on vient de le voir, mais apprendre à bien respirer, c'est pas récent du tout. Je crois qu'on théorisait dessus à l'époque de l'Égypte ancienne et même dans d'autres civilisations. Oh, absolument, oui, en Asie, en Inde, en Inde, oui, puisque les sutras, les yoga sutras de Patanjali, justement, qui ont donné, qui sont à l'origine même de la cohérence cardiaque, étaient des séries de petits versets qui observaient déjà une forme de respiration qui qui avait des effets physiologiques qui étaient déjà observés, et ensuite des effets psychiques. Donc on était déjà dans le sujet. Et effectivement, les Égyptiens, on a trouvé un papyrus qui s'appelle le livre des respirations, qui était censé accompagner vers l'au-delà. Comme quoi, inspire, expire, c'est tout un art aussi de passer, dans les moments difficiles, on va dire. Donc ça ne remonte pas effectivement à hier. Oui. Marie-Claude, dans le magazine, il y a une technique de respiration. Alors cette fois, qui permet de se donner un regain d'énergie. Il s'agirait de la respiration hawaïenne. Vous me demandiez, j'ai trouvé ça sur l'Académie du souffle, justement. Vous voyez. C'est quoi ce truc? Alors, si j'ai bien compris, donc là, je l'ai bien écouté et j'ai observé, parce que c'est difficile à décrire par écrit, parce que ce on ne comprend pas très bien. Donc, en gros, on inspire toujours par le nez sur un temps donné, mettons 3 temps. 1, 2, 3. On inspire, un temps de repos, et l'expire se fait sur un en double. Donc, si vous avez inspiré sur 3 temps, vous expirez sur 6, mais en faisant comme un A, mais quelque chose comme explique la praticienne, comme si on voulait faire sentir son haleine, dit-elle. Donc, donc double de temps, et avec cette espèce de... Et ça remet de l'énergie. Ça remet de l'énergie. Mais effectivement, toutes les pratiques, moi j'ai observé dans tout ce qu'on m'a dit que les pratiques où vous avez une espèce d'expire forte et tonique, a l'air d'être plutôt dans le boost que dans la détente, qui est plutôt dans le... Vous voyez ? Bien sûr. Voilà. Christine Barrois, quand vos patients viennent vous voir, j'imagine qu'ils sont tout de même parfois assez sceptiques. On a donné là plusieurs exercices, mais quand on est en pleine crise d'angoisse, par exemple, la dernière chose à laquelle on pense, c'est vraiment notre façon de respirer. Et pourtant, c'est la première chose à laquelle nous devrions penser. Vous commencez des consultations en disant, alors déjà on va respirer, après on parle. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que moi je leur dis, je suis très médecine comportementale, c'est-à-dire j'ai un comportement qui va influencer ma santé. Alors c'est sûr que c'est pas au milieu de la crise d'angoisse qu'on peut se dire, alors on va se détendre et on va respirer, mais c'est se dire, j'ai une pratique à avoir, c'est-à-dire que quand on a un trouble anxieux, ce qui est quand même 40% de la population, il faut se dire, j'ai besoin d'avoir des techniques de relaxation, des techniques de gestion du stress. La respiration en fait partie. Donc moi je prends toujours l'exemple de John Kabat-Zinn, qui est un auteur qui était professeur de biologie moléculaire au MIT, qui a créé la clinique du stress en 79, et il dit c'est pas le jour où on saute de l'avion qu'il faut tisser le parachute. Et c'est ça l'idée. Moi je dis aux patients, pourquoi vous brossez les dents tous les jours? Parce que si vous le faites pas, ça va mal finir. C'est la même chose avec les soins corporels, si vous le faites pas, ça finit mal. C'est la même chose avec les respirations. Aujourd'hui on a besoin en 2023 d'avoir une petite pratique quotidienne de respiration. De la méditation aussi, parce qu'il faut apaiser le mental, mais aussi de respiration. Et vous mettez ça sur la même ligne, je veux dire que vous êtes psychiatre, si j'ai bien compris, que c'est un outil thérapeutique comme les médicaments, par exemple, mais de bien respirer. Mais bien sûr, parce que moi je dis quand on vient me voir, on fait 3 choses. Savoir comment on fonctionne, prendre un médicament si on ne peut pas fonctionner, mettre quelque chose dans sa vie pour pas que ça revienne. L'idée, c'est quand même que les patients ils soient autonomes rapidement, avec des techniques qui leur vont bien, avec du sport, avec une alimentation qui va bien, et surtout toutes ces techniques de gestion du stress. Et puis si on peut éviter de prendre un médicament des années, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc autant avoir des outils en soi. Exactement. Marie-Claude, il y a une partie du dossier qui est consacrée au lien entre la psychologie et la respiration. D'ailleurs, quand on est créatif, c'est marrant, on dit qu'on est inspiré. C'est pas un hasard, ça? Non, il n'y a pas de hasard dans les mots. Et c'est vrai que cette inspiration, c'est aussi une forme de lâcher prise. Et puis, on parle aussi de souffle créateur. Et c'est vrai que c'est laisser passer en soi quelque chose de l'extérieur. Alors on a toute l'imagerie plutôt mystique du souffle divin qui vient vous inspirer, de la muse, de toutes sortes d'anges, mais ça peut être tout simplement le matériau dont on fait son œuvre, c'est-à-dire toutes ces informations, tout ce qui nous vient du monde extérieur,
qu'on fait passer à l'intérieur de soi pour en faire une création. Donc l'inspiration a tout à fait à voir avec notre souffle, oui. Vous parlez d'inspiration, d'art créatif, justement, dans le magazine Psychologie. Il y a même des exercices de chant lyrique pour apprendre à bien respirer. Même si on chante faux comme Julien, on peut y aller. On peut y aller, allez-y. Parce que, alors justement, ce ne sont pas des exercices, parce qu'en fait, de chant lyrique directement, parce que comme ça met la barre trop haut. Mais c'est une chanteuse lyrique, effectivement, qui nous les a donnés et qui nous dit qu'effectivement, ça n'existe pas, chanter faux. Et en tout cas, que ça se travaille très facilement et que c'est une idée qu'on se fait. Enfin bref, on peut travailler ça, mais ce qu'elle nous conseille, c'est de toute façon quelques exercices qui effectivement servent aux chanteurs en général. Alors déjà, des exercices de respiration générale. Elle ne met pas la main sur le ventre, elle nous met carrément un poids qu'on soulève comme ça pour inciter à la respiration abdominale, mais elle invite, elle, à respirer à prendre conscience des 3 étages de la respiration dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, il y a des exercices un petit peu plus chantants qui consistent au moment de l'expire, avec une respiration bien consciente, mais au moment de l'expire, à faire un son. Alors les voyelles faciles, ça serait le U, O, U. Elle m'a montré que le A, le I, enfin il y a des voyelles très difficiles. Donc avec un U, O, U, à l'expire, vous pouvez tout simplement déjà dire. Enfin, ça peut être une façon de respirer et surtout, son grand conseil, c'est de chanter, alors pas de manière lyrique, mais de chanter. Alors elle-même est martiniquaise et elle nous dit que chez nous, ici en métropole, on a perdu cette bonne habitude de chanter à la fin des repas ou quand on est joyeux, de chanter sous ensemble. La douche. Et qu'on ne chante que trop sous la douche quand on est tout seul, un peu en cachette. Il faudrait oser chanter là, ensemble. N'osez pas tout de suite, Julien. Avoir comme ça quelques chansons populaires qu'on partage. Enfin voilà, et que ça nous ferait du bien de chanter naturellement. Ouais. Docteur Barois, pour terminer, on est en train de terminer cette émission, mais on s'aperçoit finalement que la respiration, c'est complètement central dans notre stress, ça a un impact sur notre santé mentale, notre corps, notre rapport au monde. Tout finalement vient de ce souffle, c'est ça ? Bah oui, parce qu'en fait, c'est vraiment... nous sommes devenus des vertébrés dans l'évolution phylogénétique parce qu'on s'est mis à avoir de l'oxygène et à respirer. Et je pense qu'effectivement, le souffle, c'est la vie. Bon, très bien, on va terminer par ça. Oui, c'est parce le que souffle, c'est la vie. On est quand même avec une grande inspire et on finit avec une belle expire. Donc on peut dire que toute notre vie est une longue respiration. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été nos invités. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 depuis 11h. Et je rappelle que l'on peut retrouver des infos et des conseils pour faire de notre respiration un allié dans le dernier numéro de Psychologie Magazine qui est actuellement en kiosque.